Eh bien, bonsoir à tout le monde. Il est 20h pétante. Comme chaque fois, eh bien, votre coucou suisse se déclenche. Voilà. Donc, soyez les bienvenus. Je vais regarder quand même si certains ont déjà pu nous rejoindre ou pas encore. J'espère forcément qu'on sera nombreux. Hein. C'est toujours plus intéressant de sentir qu'on s'adresse à quelqu'un plutôt que de parler tout seul dans son coin. Aujourd'hui, je sais que tous nos fidèles ne seront pas forcément là. Une en particulier, bonsoir. Donc je vois deux participants pour ce soir, deux invités. Je disais donc l'une de nos plus fidèles participantes, Rachel, ne sera pas là. Donc elle est en ce moment même en Chine où elle fait escale avant de rentrer voir sa famille en Nouvelle-Zélande. Bonsoir Viviane. Bonsoir. Donc ça y est, je vois, vous êtes 4 maintenant. Donc ça double. Si ça pouvait doubler toutes les 30 secondes, ce serait génial. Donc je disais, une de nos fidèles parmi les fidèles est en ce moment en escale en Chine. Bonsoir Bloguscule. Donc elle va rendre visite à ses amis, à sa famille pour les fêtes et pour les 2 prochains mois. Voilà, donc compte tenu du décalage horaire, il y a peu de chances qu'elle soit parmi nous pour les prochaines semaines, mais en tout cas, on pense bien à elle. Voilà. Alors, pour cette semaine, avant de vous parler du thème du jour, bonsoir, JC Cocotte. Décidément, j'y arriverai jamais. Donc, avant de vous parler du thème du jour qui était sur comment organiser ses lectures, comment on procède avec les lectures, quelques mots de la semaine qui s'est écoulée, à la fois quelques mots sur quelques éléments d'actualité de l'IA, et puis quelques éléments liés à ma propre actualité, on va dire, et mon odyssée dans l'IA et l'éducation. Donc je vais commencer par quelques éléments qui, je pense, seront intéressants. Vous avez sans doute vu, je crois qu'aucun titre de presse ne l'a tu, que la semaine dernière, on a célébré les 3 ans de ChatGPT. Vous avez sans doute vu ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, qu'est-ce que ça implique ? En quoi ça peut être important ou pas ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que, si vous vous souvenez, il y a 3 ans, novembre 2022, on parlait, en tout cas dans l'enseignement, on parlait d'un nouveau truc qui venait de sortir, qu'utilisaient énormément les étudiants, qui s'appelait ChatGPT. Moi, je me souviens qu'en 2022, je suis passé à côté du truc, très honnêtement. Je dois dire qu'à l'époque, la manière dont on en parlait donnait l'impression que c'était un nouveau réseau social ou un nouveau truc type le site faitmesdevoirs.com qui avait connu une heure de gloire très éphémère il y a une quinzaine d'années. Donc moi j'étais resté là-dessus, donc j'avais pas suivi spécialement de près. Je me souviens que j'avais pu voir dans la presse quand même des choses à propos de ChatGPT, indiquant que sur des sujets techniques, en finance, en maths, en physique, il était capable d'avoir de bonnes notes, confronté à des exercices que pouvaient donner les profs, y compris il était capable de passer le bac. Il était plus scientifique à l'époque, mais il était capable de passer des épreuves scientifiques du bac et d'avoir une mention. Je me souviens de ça. Je me souviens également qu'à l'époque, il n'était pas spécialement connu pour... bonsoir Cyprien.
il n'était pas spécialement connu pour être pertinent sur la génération de textes. Et ça s'est amélioré, on va dire, ça a évolué très très vite en 3 ans. Et donc pourquoi c'est un anniversaire important, les 3 ans de ChatGPT? Eh bien, à la fois parce que ça a été 2022, ça a été un vrai tournant où pour la première fois dans, je dirais, l'histoire de la connaissance, une machine pouvait d'elle-même générer du texte qui avait du sens. Pouvait générer du texte qui, sur un plan syntaxique, lexical, grammatical, tenait la route, et pouvait générer du texte assez costaud finalement. En tout cas à l'époque ça l'était déjà, même pour des choses assez simples, et c'était donc annonciateur déjà en 2022, mais je vous dis, moi je suis passé à côté de la chose au moment où c'est sorti. C'était déjà annonciateur en 2022 d'une révolution de la connaissance. C'est comme ça que c'était présenté. 3 ans plus tard, que se passe-t-il? Où en est-on? Alors 3 ans plus tard, ChatGPT a énormément évolué. ChatGPT, bonsoir Mirella, soyez la bienvenue. Donc 3 ans plus tard, ChatGPT, pour ne parler que de lui, a énormément évolué et maintenant est capable de raisonner. Alors ça c'est tout récent, hein. Le raisonnement c'est depuis cet été. En gros, le mois d'août, avec le lancement de la version 5, donc ChatGPT 5, et il y a 2 semaines, il y a 10 jours, le lancement de ChatGPT 5.1, donc qui est supposé être capable de mener des raisonnements complexes. Alors, qu'est-ce que ça implique, mener des raisonnements? En fait, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que derrière l'intelligence artificielle, il y a quelque part ce rêve fou des concepteurs de reconstituer l'intelligence humaine, voire de la dépasser. Et donc ce qui manquait cruellement à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, c'était une capacité de raisonnement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'intelligence artificielle générative savait établir des statistiques et des probabilités d'association de mots pour construire des phrases, s'appuyant sur des milliards de combinaisons de mots, de phrases, même pour générer un paragraphe complet, qu'il a pu puiser dans toutes ses sources d'apprentissage. J'avais presque envie de dire dans toutes ses lectures. Donc, le rêve fou de l'humanité, c'est finalement de créer ce qui va lui succéder, de créer ce qui sera plus fort qu'elle. Bonsoir Clément, sois le bienvenu parmi nous. Et donc, ChatGPT, dans sa toute première version il y a 3 ans, était déjà annonciateur de ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que, en gros, jusqu'en 2024, donc pendant 2 ans presque, 1 an et demi, 2 ans, ChatGPT était le seul outil ou chatbot permettant de générer du texte à la demande et de manière complètement interactive et instantanée. Donc évidemment, quand vous avez un pionnier en la matière, ça ne dure pas. Vous avez forcément d'autres acteurs qui se présentent, d'autres acteurs qui essayent de faire mieux. Et là, j'ai envie de dire, si on se met dans un prisme strictement économique, c'est la loi du marché. Finalement, quand on sent qu'il y a un créneau qui s'ouvre, une brèche qui s'ouvre, eh bien, vous pouvez être certain que plein d'autres vont s'y engouffrer. Et c'est ainsi que il y a il y a à peu près 1 an et demi, il y a 1 an et demi, donc oui, début, attendez que je ne me trompe pas, mi-2023, grosso modo, Anthropic, la société Anthropic a lancé Claude, dont vous avez entendu parler, Mistral AI
donc la française, s'est lancée également et a lancé son outil, son chatbot d'intelligence artificielle, le chat ou le chat, hein, selon que vous voulez franciser ou pas le mot. Mais alors moi, comme je vois avec des oreilles, j'ai l'impression que, oui, je devrais dire le chat en fait. Mais bon, autant pour moi. Donc le chat ou le chat. Et ensuite, Google s'y est mis, mais Google s'est d'abord pris les pieds dans le tapis parce qu'ils avaient en fait sous-estimé l'importance de l'intelligence artificielle. Et ils s'y sont véritablement mis quand ils ont compris que ChatGPT finalement drainait l'essentiel des requêtes sur Internet au détriment de Google, enfin de Chrome, de Google Chrome et du moteur de recherche Google, à proprement parler, ce qui, et on est toujours dans un prisme économique en l'occurrence, réduisait drastiquement les revenus publicitaires qui étaient la majeure partie de la source des revenus de Google. Donc l'entreprise ne pouvait pas rester sans rien faire et assister à sa propre mort comme Yahoo l'a fait 15 ans plus tôt. Qui se souvient aujourd'hui de Yahoo? Mis à part toi Clément, dont l'adresse mail, si je me souviens bien, est toujours en yahoo.fr. Et encore si je me souviens bien. Donc Google s'est d'abord pris les pieds dans le tapis et a essayé de rattraper son retard et l'a rattraper dernièrement avec le lancement de Gemini 3. Alors, Gemini 3, je ne vais pas entrer dans des détails techniques parce qu'il ne s'agit pas de ça, mais Gemini, oui, et du coup, tous ceux qui lui écrivent un mail, évidemment, Viviane. Donc, Gemini 3, c'est du coup l'intelligence artificielle de Google. Au tout début, Gemini, c'était une petite intelligence artificielle qui était intégrée à votre moteur de recherche favori si vous n'êtes pas comme moi, si vous n'utilisez pas Quant. Et là, je fais de la pub encore pour un outil européen, alors que j'aime beaucoup, hein, au passage. Et donc c'était finalement une sorte de petit gadget dans Google qui vous résumait grosso modo le contenu de la page que vous visitiez, enfin de la page et des résultats que vous pouviez voir à l'écran. Bon, c'était quand même pas très probant par rapport à ce que pouvait faire ChatGPT. A été lancé en même temps DeepSeek, le chinois DeepSeek, qui prétendait, donc je dis prétendait parce qu'on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est de la propagande. Alors, la légende dit que les archéologues trouvent des traces de Yahoo dans leurs fouilles juste à côté des platypus. Ah ben, c'est fort possible, tu me la raconteras, la légende, Cyprien. Donc je disais que DeepSeek, le chinois, prétendait être beaucoup moins vorace en énergie, beaucoup plus frugal dans le fonctionnement, et tout ça pour une efficacité largement équivalente à celle de ChatGPT. Peu après, Anthropic a lancé Claude, que j'ai évoqué, a lancé Claude, qui a eu au départ un petit peu de mal à trouver sa place. Et aujourd'hui, on a donc grosso modo trois gros opérateurs. Alors, il y en a un autre, Perplexity, qui a été lancé, Perplexity, qui est une sorte d'agrégat de modèles d'intelligence artificielle. Donc il emprunte un petit peu à ChatGPT, un petit peu à Claude, un petit peu au chat, un petit peu à d'autres. Bref, aujourd'hui, on a trois mastodontes. ChatGPT d'OpenAI, Claude d'Anthropic et on a, on va dire, le chat et Gemini 3 qui se font la part belle dans l'univers de l'intelligence artificielle. Alors, aujourd'hui, en fait, on constate, 3 ans après le lancement de ChatGPT,
que l'intelligence artificielle soulève énormément de questions et pose autant de problèmes qu'elle apporte de solutions. Alors, avec l'intelligence artificielle générative avancée, comme on a avec Gemini 3, avec Claude Sonnet 4,5, enfin 4.5, avec ChatGPT 5.1, eh bien, on peut générer des visuels, donc créer des images, ce qui a été au premier chef un sujet d'émotion ou d'émoi pour les artistes plastiques, se disant mais on est dépossédé d'une partie de nos créations par l'intelligence artificielle qui se les approprie et s'en inspire, s'en imprègne, voire les reproduit quasiment à l'identique. Maintenant il sera possible même pour n'importe qui de créer ses propres visuels sans faire appel à des graphistes. Donc quelque part, l'intelligence artificielle va nous prendre notre travail. D'autres professions artistiques, parce que c'est par là que ça a commencé, s'estimaient relativement préservées. Très bien, jusqu'à ce que ChatGPT permette de créer, alors je ne me souviens plus du nom de l'outil parce que je ne l'utilise pas moi-même, permettre de créer de la musique. Et là, ça a posé d'autres problèmes. Donc, si on peut créer de la musique, d'abord, même problème, mais vis-à-vis des musiciens et des droits de diffusion. À savoir, la musique que vous pouvez créer de toutes pièces pour notamment alimenter vos vidéos sur TikTok ou sur Instagram, eh bien, ces musiques qui sonnent plus vraies que nature empruntent à toute une base de données musicales à partir de laquelle l'IA a appris. Alors, Cyprien me dit l'IA s'inspire, mais l'humain aussi dans un sens, c'est peu différent. De plus, l'IA est un outil. Si tu n'es pas artiste, tu feras jamais une œuvre d'art. La musique, c'est Suno. Alors, tu as tout à fait raison sur le principe. Maintenant, il y a un truc qui a en grande partie, là c'est moi qui parle, hein, c'est pas la presse, qui à mon avis a en grande partie tué l'originalité dans la création musicale, ça a été déjà le CD et puis le format MP3 et en gros les formats de compression. C'est-à-dire que à l'époque, comme dirait Clément, du micro-sillon, à l'époque du vinyle, qui revient en force aujourd'hui, on pouvait percevoir finalement toute la palette des sons possibles, y compris dans leur imperfection, tandis que la numérisation avec le CD puis avec la compression en MP3 a finalement aplati cette palette de sons et d'imperfections, etc., etc. Et avec les orphéons, bien entendu, et avec toute la palette d'effets qu'on peut ajouter, on a des sons qui sont quasiment de toute manière très travaillés, très retravaillés, assistés par l'ordinateur. Donc une forme d'IA qui ne dit pas son nom, ou qui ne disait pas son nom, était déjà à l'œuvre à ce moment-là, qui, quelque part, a été un précurseur ou une prémisse de la situation qu'on connaît aujourd'hui, où il s'agissait de faire de la musique, le concept de live n'existait pas. En fait, je dirais c'est l'inverse. Justement, le live, c'était le concert et quelque part, historiquement, les groupes jouaient plutôt dans une cave, dans un garage, et faisaient des concerts devant des copains, au bal du lycée, ou des choses comme ça, pour commencer. C'est après les concerts que sont venus des albums, et puis après des concerts sollicités cette fois. Donc tout ça pour dire que l'IA générative donc, a changé en partie notre rapport à la musique, à la création musicale, dans la mesure où on est beaucoup à
Alors, moi, c'est pas mon cas aujourd'hui. On est beaucoup à vouloir créer ses propres jingles, ses propres musiques, mais en utilisant des choses déjà connues. Alors, pour ce qui me concerne, il y a presque 30 ans, enfin, c'était en 97, donc il y a 28 ans, j'avais, avec mon premier cachet, j'avais acheté un comment ça s'appelait ah merde alors, c'était pas un sampler, ça n'existe plus aujourd'hui. Bon, c'était un outil utilisé en studio qui en fait c'était pas un synthétiseur, c'était la technologie qui avait permis le synthétiseur et en fait qui sur une sorte de puce, hein, de petite carte mère, avait les sons de tous les instruments connus à l'époque, enregistrés, et toutes les notes sur toute la palette que pouvait jouer chacun des instruments en question. Et donc moi j'avais créé quelques titres pour moi que j'ai jamais fait jouer ni diffuser, mais sans reprendre des mélodies déjà connues comme l'intelligence artificielle aujourd'hui le permet. Alors, il s'agissait de faire de la musique. Le concept de live n'existait pas, donc ça, je viens d'en parler. Mais pour faire un live, c'est qu'il y a autre chose dans l'univers mental. Alors là, est-ce que tu es en train de me mettre en abîme, Clément ? Et auquel cas, je ne sais pas ce que tu es en train de me faire dire. Ce que tu essaies de me faire dire. Un peu, on est bien d'accord. Donc une sorte de mise en abîme. Donc il y a eu donc ChatGPT aujourd'hui permet ça. Il y a quelques semaines, j'en ai peut-être parlé, le syndicat des musiciens, des interprètes, compositeurs allemands, donc l'équivalent de la SACEM, a porté plainte contre. Alors je sais plus si c'était contre. Je sais plus si c'était OpenAI ou si c'était Google, mais pour pillage musical, parce que oui, c'était contre OpenAI, parce que OpenAI avait sur demande, par un simple prompt, restitué les paroles de chansons, ce qui en droit allemand est interdit. C'est-à-dire que les paroles des chansons ne peuvent pas être diffusées par écrit sans le consentement exprès des propriétaires des droits. Alors, donc ça a été un gros précédent. Enfin, c'est pas encore fini, hein, mais c'est susceptible d'être un très gros précédent dans les autres pays de l'Union européenne. Mais tout ça pour dire que ça soulève des questions. Et puis, vous avez plus récemment, toujours OpenAI, hein, la maison mère de ChatGPT, qui a lancé Sora 3. Sora 3, ça fait quoi ? Eh bien, Sora 3, ça génère des vidéos plus vraies que nature, ou plus proches de la science-fiction que n'importe quel film de science-fiction hollywoodien avec des effets spéciaux très élaborés ne ferait. Ce qui, là, remet encore une pièce dans la machine. Ça remet une pièce dans la machine, à savoir, eh bien, là, ce sont pas tellement les producteurs, mais tout le personnel d'Hollywood, pour ne parler que d'eux, qui s'est senti menacé, donc les scripts, les scénaristes, les réalisateurs, en se disant mais où on va ? Jusqu'où on va ? Et ceci a ensuite été matérialisé par le fait, vous l'avez peut-être vu dans la presse, qu'une maison de production américaine, je ne sais plus laquelle, a créé de toutes pièces une actrice IA, donc qui est capable de jouer dans des films, dans des séries, etc., de tenir plusieurs registres, qui peut être sur plein de plateaux en même temps, qui ne fait pas grève, qui n'est jamais malade, qui ne vieillit pas, enfin bref, vous imaginez quoi. Alors, Cyprien, tu nous dis, je comprends ce genre de démarche, mais d'un autre côté, on va se retrouver avec des IA qui ne peuvent plus rien faire, car il y a toujours un truc
dont ça s'approche. Il y a un peu de ça. Et en fait, alors, l'une des limites de l'IA aujourd'hui, et c'est ce qui fait qu'au bout de 3 ans de ChatGPT, la confiance dans l'intelligence artificielle commence à décliner. Dans l'intelligence artificielle générative commence à décliner, c'est-à-dire qu'elle s'est entraînée de presque toute la connaissance humaine recensée, comprendre sur Internet, sur les bases de données. Elle s'est donc auto-alimentée, elle produit, et maintenant c'est là que ça devient gênant, c'est-à-dire que on l'utilise, on la surutilise pour produire des textes qui sont publiés sur Internet. Donc imaginez simplement sur les réseaux sociaux, j'ai vu, je ne sais plus où, que sur LinkedIn, en gros, à peu près 40% des publications sont générées par l'IA. Et donc l'IA continue de s'alimenter avec ce qui est toujours publié en ligne, bien sûr. Ce qui veut dire que l'IA commence à s'alimenter avec elle-même. Et là, ça commence à devenir gênant. Enfin, là, il commence à y avoir un sérieux problème dans la mesure où elle produit, elle s'enrichit de ce qu'elle produit. C'est-à-dire qu'on tourne en rond. Donc elle tourne en rond, et tournant en rond, elle finit par passer à côté de choses importantes, et elle se remet à halluciner, comme on dit, c'est-à-dire sortir des choses complètement délirantes, complètement inexactes, qui manquent de fiabilité, cruellement de fiabilité. Moi j'ai vu un changement se produire au milieu de l'été, c'est-à-dire que en gros, à peu près jusqu'au 20 août, j'avais pas trop de problèmes de fiabilité. À partir du 20 août, mais ça a été brutal, quasiment du jour au lendemain. Là, la fiabilité de ce que je voyais était plus que discutable. Donc, il m'a fallu développer des stratégies pour tirer l'IA le plus loin possible et obtenir des choses plus fiables. C'est-à-dire que ça demandait plus d'efforts en termes de prompt et en termes d'interaction que par le passé. Donc les 3 ans d'OpenAI, les 3 ans de ChatGPT cette semaine, c'est ça, grosso modo. C'est vraiment les prémices de ce qu'on voit aujourd'hui. Et comme je vous disais, donc on est à un stade également où la confiance dans l'IA générative commence à décliner. Bon, est-ce que tout ceci va pour autant me décourager dans mon aventure? Non. Non, ça ne va pas me décourager parce que l'usage que j'en fais n'est pas le même. C'est-à-dire que moi, l'usage que j'en fais, en tout cas dans ce que je vous ai montré, donc mes différents outils, c'est pas un usage qui a vocation, qui est de la création de textes prétendant être humains. Ce n'est pas de la création, je ne suis pas dans de la création qui prétend avoir une portée universelle ou au-delà de certains cercles restreints. Donc, moi, je prends l'IA pour ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose de très puissant, qui est capable d'analyser des textes, qui est capable d'évaluer un certain nombre de choses, qui est capable de produire un résultat de lecture, d'analyse, et avec laquelle on peut interagir. Bon, moi, je la prends pour ça. Après, elle permet aussi d'autres choses, bien sûr, mais je ne lui prête pas d'autres vertus que ce pourquoi elle a été conçue au départ, finalement. Donc, moi, cette semaine des 3 ans de ChatGPT et une semaine après la mise à mort du RGPD et de l'IA Act, si vous vous souvenez, je vous en ai parlé, je crois que c'était la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, j'ai continué mes rencontres, beaucoup de rencontres. Et donc je connais quelqu'un qui est parmi nous qui va très certainement se réjouir d'un certain nombre de choses.
que je vais vous dévoiler. Donc la semaine dernière, moi j'ai revu un chasseur de tête que je connaissais de très longue date pour lui dire où j'en étais, pour voir aussi avec lui comment il sentait l'IA et l'enseignement supérieur. Et alors, chose très intéressante, donc c'est un très 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 bon professionnel du recrutement, mais chose très intéressante, il m'a dit ne pas lui-même utiliser l'IA, ou très peu finalement. J'étais surpris parce que je pensais qu'il serait au contraire très en pointe là-dessus, et il me disait que effectivement il y a un gros retard vis-à-vis de l'IA, il y a une situation de torpeur. Voilà, c'est probablement le terme idoine ici, une situation de torpeur. Donc tout le monde est quelque part bloqué en attente de on ne sait quoi. Et donc ceci a été confirmé, je vous raconterai dans quelques minutes aujourd'hui, mais après, donc j'ai aussi donc chose très très intéressante, et là je connais quelqu'un parmi nous qui va avoir un sourire jusqu'aux oreilles. Mercredi, on a rencontré avec l'une de mes futures associées. Je dis future parce que l'entreprise n'est pas encore créée, mais on y avance, on y va à grands pas. Donc je ne vous dévoile pas, sauf si vous le souhaitez. Hein. Donc si vous souhaitez vous dévoiler, vous n'hésitez surtout pas. Et là, je ne ferai pas la même erreur que l'autre fois de donner le prénom accidentellement à la fin de la phrase. Donc, disais-je, on a rencontré un investisseur, donc un gérant de fonds de private equity, donc qui investit dans des entreprises non cotées, alors généralement sur des montants assez élevés. Hein. Ça commence autour de quelques centaines de milliers d'euros et ça va sur plusieurs millions d'euros en règle générale. Nous, ce qui nous importait, c'était pas de lever de l'argent. On n'a pas besoin maintenant d'argent, ça viendra probablement plus tard. Pour le moment, on n'a pas besoin. Donc l'enjeu n'était pas de le convaincre qu'on avait un projet génial, c'était plutôt de voir ce qu'il pensait de notre démarche, ce qu'il pensait de notre projet, ce qu'il pensait des outils, comment lui sentait aussi la chose. Et donc ce qui était très intéressant, c'est que comme beaucoup parmi nous ce soir, il a fait des études supérieures, il a fait un master et il a fait un mémoire. Il a fait des rapports de stage. Donc ce sont des choses qui lui parlent. Il a également un apprenti dans son cabinet, dans son fonds, qui doit faire aussi un rapport d'expérience, rapport de compétences, qui doit rédiger un mémoire, et ça le préoccupe. Enfin, donc je me suis rendu compte lors de cet échange que le mémoire et le rapport de stage, mais en fait, ça concerne beaucoup de monde. Pas seulement ceux qui y sont confrontés aujourd'hui, pas seulement ceux qui peuvent être un peu nostalgiques de l'époque où ils l'ont fait, comme certains ici, pas seulement ceux qui, comme moi, en ont fait leur gagne-pain ces 20 dernières années. Non, beaucoup, je ne vais pas dire tous, mais beaucoup de ceux qui sont passés par là en conservent un souvenir impérissable. Bon ou mauvais, c'est pas la question. Et donc ça leur parle. Et lui voyait très très bien les enjeux, se rendait bien compte de ce que ça pouvait impliquer, sentait qu'on se posait les bonnes questions, m'a suggéré quelques pistes de réflexion que je trouve vraiment très très pertinentes. C'était très encourageant. Il nous a dit également qu'il allait nous mettre en contact quand on serait prêt, quand on aurait besoin, avec une telle ou une telle qui finance plus particulièrement les EdTech. Donc super, franchement génial. Et il était très content d'avoir des gens qui, et c'est rare, venaient sans chercher à lui vendre quoi que ce soit. Nous, on ne venait pas lui vendre, on venait plutôt acheter du conseil, je dirais. Et donc, c'est un allié pour l'avenir.
Donc ça, c'était vraiment, vraiment très, très encourageant. Et après, donc avec mon associé, ma future associée, on est descendu en Savoie, où en fait l'entreprise sera hébergée. Donc maintenant, vous savez presque tout ce qu'il y a à savoir. Donc l'entreprise aura son siège en Savoie, où elle a des locaux, ce qui sera très simple pour nous. On a rencontré un avocat qu'elle connaît de très longue date, qui est une personne très humaine, qui a eu de nombreuses vies, qui a une expérience du barreau très longue, mais aussi une expérience de l'enseignement supérieur, mais aussi de l'enseignement professionnel, qui étant semi-retraité, se consacre à des dossiers qui l'intéressent sur le plan intellectuel, qui lui offrent la stimulation dont on a besoin quand on se retire progressivement des affaires, mais qu'on ne veut pas être complètement hors du coup, quand on a toujours besoin d'avoir quelque chose qui fait monter l'adrénaline quand on se lève le matin, ça ce sont ses propres mots. Et donc on l'a rencontré, on lui a présenté le projet qui là aussi lui plaît beaucoup, et donc il est tout à fait disposé à nous aider maintenant. Donc on commence, voilà, on commence, et donc on devrait être en mesure, j'espère, de lancer l'entreprise début 2026. Donc ça, c'était des rencontres vraiment intéressantes pour cette semaine. J'ai pas complètement fini, mais vous allez voir presque. Et ensuite, j'en ai profité pour faire un saut à Grenoble. Donc la Savoie n'étant pas très loin, j'en ai profité pour faire un saut à Grenoble où j'ai revu quelques amis. Alors pas beaucoup. Je suis tombé un jour où il y avait peu de collègues, peu d'amis dispo, mais c'est la vie. De toute manière, j'aurai d'autres occasions d'y retourner en ayant le siège de ma future entreprise en Savoie. Ça fera autant de bonnes raisons, autant de prétextes pour descendre sur Grenoble et revoir des gens que j'apprécie et que j'ai pas vus depuis longtemps. Et donc, tout en étant en Savoie, donc j'ai fait deux autres échanges, deux autres rencontres vraiment très intéressantes. Je vous avais parlé du salon Educatech où j'étais allé il y a 2 semaines, si je me souviens bien, à Paris, et j'avais rencontré des représentants de 3 EdTech, bon, dont une que je connaissais déjà, et j'ai dû vous dire, on se connaît depuis 2 ans ou presque maintenant, parce qu'il se trouve nous sommes des homonymes, et un certain nombre de personnes ont cru à une époque que nous étions mariés. Donc elle s'appelle Roxane Joannides, elle est docteure en linguistique et habite Rouen. Donc 2 Joannides qui sont docteurs, qui habitent à Rouen, qui travaillent sur des thématiques qui se ressemblent, bah forcément ça a suscité quelques interrogations et quelques malentendus. Et c'est ça qui fait qu'on a fait connaissance. Sur ces malentendus qui nous ont beaucoup amusés. Donc elle m'avait invité au salon, mais à cette occasion j'ai rencontré, c'était surtout ça qui était intéressant parce que pour ce que je vais vous dire, j'ai rencontré les fondateurs d'une entreprise qui génère avec l'IA des grilles d'évaluation pour les étudiants, enfin pour l'enseignement supérieur et à destination des enseignants. Et donc on a discuté une bonne heure vendredi, et ce qui était très intéressant, c'est qu'il a partagé avec moi son expérience de la chose et me confirmait que c'était très long. Voilà. Il me disait le temps de l'enseignement supérieur est un temps long, les décisions se prennent très lentement, souvent et d'autant plus lentement qu'ils n'ont pas l'habitude de payer. Donc ils ne comprennent pas qu'un certain nombre de choses ne soient pas gratuites. Et notamment, il y a une sorte de croyance quasi religieuse que l'IA devrait être gratuite, comme le fait de surfer sur Internet est
supposé gratuit, mais en fait, dont vous le payez avec vos données personnelles. Je ferme cette parenthèse. Donc, c'est compliqué, c'est long pour cette raison, mais quand on a un pied dans la porte, quand ça commence, ça peut bien commencer. Et il me disait, ce que m'avaient déjà dit d'autres personnes, donne-toi 3 ans, c'est grosso modo le temps qu'il faut pour que ça puisse vraiment démarrer. Donc 3 ans, ça veut dire... alors 3 ans à partir de quand? Est-ce que c'est 3 ans à partir du mois d'août? Ou 3 ans à partir de janvier? En gros, est-ce que je peux grappiller 6 mois? C'est ça la question. Bref, donc on aura une sorte de clause de revoyure dans 3 ans, c'est-à-dire à l'horizon 2029. C'est début 2029, on verra ce que ça donne. Si ça a généré quelques résultats ou pas, cette aventure. Et puis, vendredi après-midi, j'ai échangé également pendant une bonne heure avec quelqu'un qui avait été le fondateur d'un cabinet qui conseille les organismes de formation professionnelle dans l'obtention des certifications que valide le ministère du Travail. Et donc lui, c'est un très gros prescripteur potentiel pour des outils comme les miens. Et donc on a sympathisé, passé un bon moment. Il m'a confirmé que le sujet de l'évaluation et de l'IA, aujourd'hui, c'est vraiment le cœur des discussions. Donc je suis vraiment au bon moment. Voilà, je suis au bon moment parce que j'arrive avec des choses au moment où les premières réflexions commencent à se mener. Il est par ailleurs président de l'AINOA, qui est une association, alors je ne me souviens plus de tout ce que c'est, de l'intitulé exact de l'acronyme, mais en gros une association qui réfléchit sur les enjeux de l'IA pour l'éducation. Donc là, l'évaluation, c'est au cœur de ses préoccupations. Et je lui ai envoyé ce soir quelque chose qui m'a pris la journée à faire. Je pensais que ce serait plus rapide. La documentation des outils. Donc j'avais mes outils, j'avais quelques bribes d'explications que j'envoyais par mail. Ça faisait un peu inachevé, on va dire. Et là, donc j'ai pu faire le document que j'envoie dorénavant. Je vais même vous le dévoiler rapidement. Donc je l'ai fini peu avant notre rendez-vous de ce soir. Donc c'est dire si c'est frais. Je vais partager mon écran, comme ça vous allez voir. Et donc là, vous le voyez. Alors, c'est peut-être un peu petit, mais bon, l'idée, c'est que vous puissiez juste voir à quoi ça ressemble, quelle gueule ça a, quoi. Donc, notre vademecum, donc l'intégrité académique et évaluation, le processus de soumission des travaux, et puis ensuite, quelques mots sur chacun des quatre outils. Donc, rien de nouveau, a priori, pour vous, mais... La nouveauté, c'est que dorénavant, ce document existe. Donc évidemment, il sera amené à évoluer, à être amélioré, mais en tout cas, voilà, j'y ai passé la journée. Et ce qui va peut-être être étonnant, c'est que c'est pas tellement le fond qui m'a donné du fil à retordre, c'est la mise en page. C'est-à-dire que j'avais travaillé sur un outil d'automatisation de la mise en page. Et j'ai galéré, voilà, tout simplement. Quand j'avais un truc qui marchait, j'avais les autres qui plantaient. Quand j'arrivais à corriger ce qui plantait, les trucs qui marchaient ne marchaient plus. Donc à un moment, j'ai renoncé, je l'ai fini à la main, quoi. Et mine de rien, à la main, ça a été plus rapide qu'en l'automatisant. Alors, à ne pas dire, a priori, dans des cercles de l'IA, hein, bien sûr. À la fois, c'est remettre en cause le fonds de commerce et à la fois...
avouer certaines faiblesses que l'on peut avoir, ou en tout cas un manque de foi dans l'outil. Là, c'était un manque de patience, en l'occurrence. Et donc, là où je voulais en venir, c'est sur le fait que j'ai également rencontré ce soir quelqu'un avec qui j'étais en contact, mais avec qui j'avais jamais vraiment échangé, qui est en charge, qui est directrice de la qualité et des accréditations pour un autre cabinet qui conseille les établissements d'enseignement supérieur, pour voir avec elle ce qu'elle pensait de ce sur quoi je travaille aujourd'hui, l'IA et l'évaluation des mémoires, etc. Et elle me confirmait qu'effectivement, c'était un gros sujet, me confirmait également que c'est un sujet crispant aujourd'hui pour tout le monde, donc un sujet qui fout la trouille, parce que c'est ça en fait, avec beaucoup de résistance, mais des résistances qui sans doute vont à un moment ou à un autre être amenées à s'amenuiser. Et là, en fait, une chose que j'espérais, qui n'était pas, comment dire, explicitement dite dans ma sollicitation de rendez-vous avec elle, était qu'elle m'invite ou qu'elle me propose de faire un webinaire dans la série qu'elle anime, et auquel participent les directions des écoles, précisément sur le mémoire. Donc je ne me voyais pas dire, est-ce que je pourrais faire un webinaire pour vous ? Non. Là où je suis très 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 content, c'est que la discussion l'a amené à me proposer de faire ce webinaire auprès d'elle. Alors je dis, oui, avec grand plaisir, avec très grand plaisir. Et donc là, le webinaire sera en février, le 26 février. Donc je suis très content, vraiment très très content, parce que ça me donnera encore de la visibilité dont j'ai besoin, et j'espère que ça me permettra de rassurer, soit de rassurer des collègues, soit de les mettre face à leurs difficultés, pour ne pas dire contradictions. Voilà pour l'enjeu, les gros enjeux de cette semaine qui font que je suis content, encore une fois. Et tout ça pour dire que on parle du mémoire, hein. Vous avez vu, hein, j'ai progressivement dérivé des 3 ans de ChatGPT en parlant de musique, en parlant de cinéma, enfin évoquant le cinéma, pour ensuite tomber comme par hasard sur le mémoire de fin d'études et sur la littérature, qui est le thème du jour. Donc pour aujourd'hui, ce qui me semblerait utile d'évoquer, c'est comment on peut organiser ces lectures, comment on peut s'organiser pour à la fois faire des lectures efficaces et pour pour lire vite, pour lire bien, et pour faire des lectures qu'on puisse ensuite réexploiter. Là, je ne vais pas réinventer l'eau chaude. Je vais dire des choses que j'ai déjà évoquées par le passé, je vais juste les redire différemment, je vais remettre ensemble des choses que j'ai dites de manière éparse dans d'autres streams, mais qui amènent un angle un petit peu différent. Je reviens rapidement sur... rapidement sur la toute première chose qui me semble importante, c'est la lecture rapide d'articles. Déjà, pour bien lire, pour bien s'organiser, je dirais, il faut savoir bien lire un article et rapidement déterminer si un article est susceptible d'être pertinent, d'être utile ou pas, pour le travail qu'on mène. Là, comme je vous dis, je ne prétends pas réinventer l'eau chaude, je ne prétends pas vous dire des choses fondamentalement innovantes par rapport à ce que vous avez déjà entendu de moi, loin de moi. Donc, comment on fait ? Donc, comme je vous avais dit, la tentation lorsqu'on tombe sur un article académique d'une trentaine de pages, c'est de le lire attentivement.
Alors dit comme ça peut paraître étrange de dire, on peut être tenté de le lire attentivement et il ne faut pas le faire. Ça peut paraître presque contradictoire. Donc en fait, moi ce que j'avais constaté avec des étudiants, c'est qu'ils passaient un temps fou sur la lecture d'un article, de 2 à 4 heures. J'avais même un étudiant qui passait 8 heures sur un article d'une trentaine de pages parce qu'il essayait de comprendre. Et il pensait bien faire, il avait raison en un sens. Il essayait de comprendre quasiment tout, mot pour mot, toutes les phrases, le sens premier, le sens figuré, le sens caché, éventuel. Et quand il voyait une référence, il essayait d'aller lire la référence pour comprendre, et puis il fallait qu'il en lise une autre, etc. Bon, il s'en sortait pas. Et donc ce qui m'a paru important, c'est d'expliciter une manière rapide de lire pour déterminer au plus vite si un article est pertinent pour soi ou pas. Donc comme je vous avais déjà dit, on commence par le titre. Si le titre est très éloigné de nos centres d'intérêt, on peut laisser tomber. Donc toi qui découvres qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans un article, Cyprien, eh bien oui. Et donc, j'y reviendrai peut-être après. Mais du coup, je disais, donc là, on voit déjà avec le titre, si le titre est quand même très éloigné de ce qui peut nous intéresser, on peut laisser tomber. Ça mange pas de pain. Ensuite, le résumé. Donc le résumé, généralement, ça n'excède pas 250 mots. 250 mots, ça se lit vite. Moi, je dirais 1 minute pour lire le résumé, et au bout d'1 minute, déjà, on peut se rendre compte de l'utilité de l'article. Si, au bout d'1 minute, on se rend compte que l'article traite de choses qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour nous, on peut laisser tomber. De la même manière, le résumé étant supposé à l'image de l'article, s'il est obscur, s'il est abscon, il y a des chances que l'article ne soit guère plus clair, guère plus convaincant. Et donc, on peut le laisser de côté. Ensuite, je recommande de passer 5 bonnes minutes sur la lecture de l'introduction. L'introduction étant, alors, à supposer que le résumé soit probant, bien sûr. Parce que, donc ensuite, l'introduction est une sorte de version étendue du résumé. Et donc là, on verra tout ce qu'il y aura dans l'article. Et c'est-à-dire à la fois l'objectif de connaissance, le débat scientifique, les moyens déployés et les contributions attendues. Et donc là, on peut avec l'introduction rapidement se rendre compte de l'utilité qu'il peut avoir pour nous. Et en 5 minutes, on peut estimer, s'il n'est pas utile, on peut arrêter la lecture, tout simplement. Et donc là, on a passé 6 minutes dessus. À supposer que la lecture de l'introduction soit probante, eh bien, je conseille d'aller directement sur la conclusion, qui généralement est assez courte, elle fait 1 page, rarement plus. Donc 5 à 10 minutes max pour lire la conclusion. Dans la conclusion, on voit dans quelle mesure les auteurs répondent ou pas à la question de recherche qu'ils ont formulée en introduction. Et on voit également les leçons qu'ils tirent de leur article et ce qu'ils veulent qu'on en retienne. Et à ce moment-là, en fonction de ça, on peut se rendre compte si c'est pertinent pour nous ou pas. Si ça ne l'est pas, on peut s'arrêter là. Si ça l'est, on peut continuer. Et quand on continue, ça nous amène à lire la revue littérature. Et là, je vais m'attarder dessus pendant un moment tout à l'heure. On peut lire la revue littérature. Et là, dans la revue littérature, comme j'avais déjà évoqué à un autre moment, il y a en fait plusieurs choses. Tout d'abord, on peut voir d'après les préoccupations des auteurs, après les concepts utilisés, on peut voir le rattachement disciplinaire de l'article en question. Et on peut voir également dans quelle mesure finalement il s'adresse à nous ou il s'adresse à d'autres. Est-ce qu'on se reconnaît dans sa discipline, dans ce qui est dit ou pas? Et la deuxième chose, c'est que au fur et à mesure qu'on lit des articles, on finit par retrouver les mêmes références qui reviennent régulièrement. Et
à ce moment-là, comme ce sont sensiblement les mêmes références qui reviennent, on peut se dire, tiens, oui, cet article, effectivement, il me parle, alors, je ne comprends pas forcément tout, ou je ne suis pas convaincu par tout, mais effectivement, les auteurs mentionnés sont des auteurs mentionnés déjà par un tel et un tel, donc il y a quelque chose, je le garde sous le coude. Donc ça, lire la revue de littérature, c'est ce qui souvent est le plus compliqué à faire, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de choses qu'on découvre, surtout sur les premiers articles qu'on lit, des auteurs qu'on ne connaît pas, des concepts qui sont nouveaux, des débats qu'on ne comprend pas, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas où est le problème. Souvent on se dit mais ça a l'air d'être un problème juste pour les auteurs, je ne vois vraiment pas pourquoi ils se posent cette question, tout le monde sait que blablabla. Ouais, tout le monde le sait, mais finalement ça va mieux en disant. Et ça me rappelle une chose à cet égard que disait Anne Roumanoff, pas en tant qu'humoriste, en tant que diplômée de Sciences Po. Elle disait que quand elle est entrée à Sciences Po, oui, elle savait que les familles catho étaient conservatrices. Mais quand elle est sortie de Sciences Po, elle était capable de donner des noms d'auteurs pour justifier le fait que les familles catho traditionnelles sont plutôt conservatrices. Donc en gros, ce qu'elle disait, c'est Sciences Po m'a appris à lire, ce qui me permettait de justifier des propos que je tiendrais au Café du Commerce autrement. Et c'est ce qui m'a permis de donner à mes propos de la substance. Donc tout ça pour dire que oui, quand on lit de prime abord, sur les premières lectures, on peut avoir l'impression que les auteurs fument la moquette, que les auteurs enculent des mouches, que les auteurs enfoncent des portes ouvertes. C'est en partie vrai. Heureusement, c'est aussi en partie faux. Et donc les premières lectures sont un peu compliquées pour ça. C'est pour ça que je recommande de lire rapidement et de ne pas s'attacher au fait qu'on ne comprenne pas tout sur les premières lectures. Ça viendra forcément au fil du temps. Est-ce que ça veut dire que les auteurs sont totalement hors sol avec la réalité du terrain ? Pas forcément. Ça veut surtout dire que souvent, on a des choses qui peuvent relever du sens commun, dont on a tous l'intuition, on a tous, une sorte de connaissance commune. On sait que oui, il y a tel phénomène qui se produit ou tel machin signifie telle chose. Et il se trouve que les auteurs, beaucoup d'auteurs, retravaillent sur des choses qui peuvent paraître des évidences, mais qui n'ont jamais forcément été démontrées ou étayées scientifiquement. Et donc, ils peuvent arriver à des conclusions du type « l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle », après la pluie, le beau temps, des choses que tu pourrais très bien me dire, Cyprien, et tu aurais raison. Ouais, on le sait déjà, il n'y a pas besoin de recherche pour ça. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un article ? Si on s'arrête à la connaissance qu'on a, non. Mais si ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment ça se fait, si ce qui nous intéresse, c'est aussi d'avoir la démonstration de la chose, à ce moment-là, oui, l'article est justifié. Mais quand on va sur une lecture et qu'on découvre ça, on se dit que tout ça pour ça, franchement, ça valait pas le coup. Et c'est après plusieurs lectures qu'on se dit « Ah, mais en fait, j'avais une intuition, je croyais savoir, je croyais comprendre, mais en fait, c'était très partiel. Et il me manquait peut-être l'essentiel pour bien comprendre. » Donc, c'est ça qu'on apprend avec ces lectures. Ensuite, une fois qu'on a consacré pas plus de 10 minutes à la revue de littérature, si on estime que celle-ci est probante, on file directement sur la discussion. La discussion, c'est l'endroit où les auteurs confrontent leurs observations empiriques et les premières conclusions qu'ils tirent à la littérature que je viens d'évoquer. Et donc là, on peut voir en quoi ils contribuent à la littérature, s'ils contribuent. Et donc, si on estime dans la discussion qu'il y a des choses qui sont vraiment sans intérêt pour nous, on peut laisser tomber. Si au contraire on estime qu'il y a des choses qui peuvent nous aider, nous être utiles, on peut continuer. Et là, quand on continue,
eh bien, je dirais, on s'arrête là dans un premier temps et on peut reprendre l'article depuis le début, de A à Z, mais comme on sait déjà ce qu'il y a dedans, on va passer très vite sur l'introduction, la revue littérature, ou j'ai oublié la méthodologie. Donc après, autant pour moi, après la discussion, on va sur la méthodologie, voir comment, par quels moyens les auteurs sont arrivés à ces observations, à ces contributions. Et là, si on estime que c'est pas convaincant, ou qu'on ne comprend pas bien la démarche, eh ben on peut laisser de côté. Si, à l'inverse, on est plutôt convaincu ou on adhère, eh ben, on peut estimer que l'article sera utile, et là, faire la lecture depuis le début. Et la lecture depuis le début, comme je vous disais, en gros, on sait déjà tout ce qu'il y a dedans. La seule chose qu'on n'ait pas encore lue, ce sont les résultats. Donc la section consacrée aux résultats. Et donc là, en gros, on relit tout l'article dans le bon ordre et en regardant les résultats. Et là, en gros, la lecture de l'article n'excède pas une demi-heure. Bref, tout ça pour dire que première chose pour bien s'organiser, c'est savoir lire vite. Lire efficacement un article. Après, deux autres choses. Et là, je vais partager mon écran avec vous. Je vais vous montrer des choses que je vous ai déjà montrées, mais encore une fois sous un angle différent. Donc là, normalement, on est bon. Je partage mon écran, donc vous devriez voir EndNote, donc mon gestionnaire de bibliographie préféré, celui dont je vous ai parlé il y a quelques temps. Et donc, une chose qui est pour moi très importante, c'est à chaque fois qu'on fait des lectures, c'est d'utiliser un gestionnaire de bibliographie, et en grande partie parce qu'on peut prendre des notes dessus. Donc moi je vais reprendre ici alors, un article que je vais vous montrer, enfin je vous en parlerai dans quelques instants, sur lequel je travaillais et pour lequel j'avais pris des notes. À chaque fois que je faisais une lecture, j'avais une section alors là ça risque d'être petit sur l'écran, mais je vous prie de m'en excuser. Donc là, un article dans lequel, effectivement, il y avait... alors, je vais vous dire de quoi il parlait. Il y avait certains mots-clés qui étaient importants pour moi. Donc, c'est un article que je vais vous montrer ici. Donc, c'est un article qui a été publié dans une revue qui s'appelle Accounting Forum, et qui en fait s'intéressait à la critique. Au départ, j'étais intéressé par les critiques d'un auteur phare en management qui s'appelle Geert Hofstede, qui a travaillé sur la culture au sens anthropologique du terme, et qui en gros, attendez, j'essaie juste de trouver published articles, Accounting Forum, voici, et donc ici, ça doit être, non, celui-ci, voilà. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était que Geert Hofstede avait conçu au début des années 80 un modèle, un modèle théorique d'évaluation, j'insiste sur évaluation des cultures, sur le fondement de la nationalité, et qu'il organisait sur 4 dimensions. Alors, il y en a une que j'ai peut-être oubliée, mais ensuite il en a introduit une 5e en 2001. Les dimensions étaient collectivisme, individualisme, distance hiérarchique, horizon temporel, j'en ai oublié une, et la 5e, la plus récente, était masculinité, féminité, à savoir en gros la mesure dans laquelle il y a une répartition des rôles explicite dans cette culture. En gros, ça revient à dire, dans une culture masculine, il y a une répartition des rôles très claire. Dans une société féminine, les rôles sont plus partagés ou plus diffus. Bon, moi, j'ai jamais adhéré à ce modèle. Et je suis tombé un jour sur un article de Rachel Baskerville qui était intitulé « Hofstede Never Studied Culture ». Donc Hofstede n'a jamais étudié la culture. Alors forcément, moi, ça m'a beaucoup plu.
Cet article m'a beaucoup plu. J'avais dû vous raconter, j'avais présenté une version antérieure de cet article à un congrès à Sydney. J'avais été applaudi par une personne en particulier qui était réputée, je l'ai appris à la sortie, pour être une sorte de grincheuse, toujours à critiquer les travaux des autres, estimant que c'était jamais assez bon. Et on m'a dit, tu as une chance inouïe qu'elle ait aimé ton boulot. Et je dis, ok, qui est-ce? C'est Rachel Baskerville. Je dis, est-ce que je peux la rencontrer? Et on est depuis très bons amis. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre, une fois que j'avais vu cette critique, j'ai vu qu'il y en avait 3 autres, et ce qui m'intéressait, c'était de comprendre l'impact que ces critiques avaient pu avoir, et donc l'héritage intellectuel de ces critiques. Et pour ça donc, j'ai étudié tous les articles. C'est là que ça m'a demandé un protocole méthodologique pour la sélection et puis pour la lecture. J'ai identifié tous les articles qui se référaient, qui se référaient à ces critiques d'une manière ou d'une autre, et tous les articles qui se référaient à ceux qui se référaient à ces critiques. C'est-à-dire que j'ai essayé d'examiner l'impact primaire et l'impact secondaire de ces critiques, pour voir finalement si la recherche après ces critiques avait évolué ou pas. C'est-à-dire, en gros, critiquer, c'est bien, très bien, mais si ça ne change rien, s'il ne se passe rien derrière, c'est pas forcément très pertinent. Ensuite, quand vous critiquez, est-ce que vous critiquez parce que vous voulez que les choses changent, ou est-ce que vous critiquez parce que vous avez envie qu'on parle de vous? C'est pas la même chose. Et donc, est-ce que ces critiques ont suscité le débat? Est-ce que simplement on parlait d'eux? Ou bien est-ce que ces critiques ont changé la donne? Moi, c'était ça qui m'intéressait. C'était de comprendre, en espérant bien sûr qu'elles auraient changé la donne. Et donc, c'est là que je voulais en venir. Dans EndNote, à chaque fois que je faisais une lecture, j'allais indiquer s'il se positionnait en tant que post-Hofstede, c'est-à-dire au-delà de Hofstede, ou bien s'il s'inscrivait de plein pied dans les travaux de Hofstede. Ensuite, j'ai mis comme note si c'était un papier primaire ou secondaire, et si c'était un papier secondaire auquel il se référait. Donc j'ai fait ça pour chacun. Et donc là, je vais pouvoir vous montrer des choses que je vous avais déjà montrées, je me souviens, à savoir mes bases de données. Est-ce que c'était ici? Est-ce qu'il y en a bien une 60aine? Oui. Donc là, je sais que c'est petit, donc je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà, là, je pense que c'est suffisant. Donc voilà, j'avais pour chacun des papiers que j'ai lus, en fait, il y en avait beaucoup plus, hein, mais là sont ceux qui ensuite m'ont servi. Et pour chacun des papiers, j'ai fait ce que je vous disais ici. Je suis allé remplir ici, dans ma base, dans les notes, les éléments qui me paraissaient utiles pour ensuite, l'idée était ensuite de pouvoir faire, comme j'avais déjà dit, des tableaux croisés dynamiques et de pouvoir en fait regrouper ensemble des articles en fonction de certains critères que j'aurais pu identifier à leur lecture ou que j'aurais pu identifier dans la manière dont je les annotais. Donc c'était ça vraiment la clé d'entrée, le point de départ. À l'époque, l'IA était circonscrite finalement à un outil. Les différents outils communiquaient assez peu entre eux. Alors, quand je vous ai présenté EndNote il y a quelques temps, je vous ai montré comment, depuis 20 ans,
au moins il était parfaitement intégré à Word, comment d'autres outils comme Zotero, Mendeley étaient parfaitement intégrés non seulement à Word, mais aussi à quasiment n'importe quelle version de n'importe quel traitement de texte sur n'importe quel système d'exploitation. Mais c'était les prémices vraiment de l'interopérabilité des IA. Avec quelque chose que vous connaissez peut-être, je ne sais pas si le terme vous est familier, les API. Donc c'est Applications Programmers Interface, donc l'interface de programmation des applications. C'est quoi? C'est en fait ce qui permet de connecter deux applis entre elles et de les faire dialoguer. J'insiste là-dessus parce qu'à l'époque, donc ça n'existait pas, ce qui fait que je vais vous parler de choses que moi j'ai faites à la main à l'époque et qu'aujourd'hui on peut automatiser. Donc moi j'allais dans EndNote renseigner, comme je vous disais, mes notes, et en même temps, à chaque fois que je faisais une lecture d'article, eh bien, donc je mettais l'article en ligne et je remplissais ces colonnes. Alors, sans aucune surprise, tout ce que je vous montre ici sont des choses que j'ai évoquées dans des lives précédents, notamment quand je parlais des 4 questions. Et la semaine dernière, quand j'évoquais la proposition de recherche, je suis parti des 4 questions. Et si vous vous souvenez, Mariatou m'avait posé un certain nombre de questions qui tournaient autour de ça. Donc tout d'abord, pour chaque article, je regarde quel est l'objectif de connaissance. L'objectif de connaissance, donc il est manifesté ou exprimé au travers de la question de recherche et de l'objectif que poursuit l'article. Les auteurs le disent souvent, cet article vise à ceci, blablabla, cet article cherche à répondre à la question, blablabla, donc je l'explicite. Ensuite, le débat scientifique. Donc quel est le débat scientifique dans lequel s'inscrivent les auteurs? Eh bien là, pareil, c'est ce que je fais, je regarde quel est comment eux le qualifient, ce débat scientifique, et donc je l'adresse, je le mentionne ici. Ensuite, par quels moyens déployer? Donc les moyens, alors théoriques, donc quel cadre théorique est employé? En l'occurrence, souvenez-vous, on est sur des articles qui ont vocation à survivre à Hofstede, à aller au-delà de Hofstede, et donc ce qui m'importait, c'était de voir tous ces articles en études culturelles, ou transculturelles, sur quel cadre théorique il s'appuyait s'il ne faisait pas du Hofstede. Et éventuellement, certains faisaient du Hofstede. Et donc à ce moment-là, l'idée c'était de voir aussi comment. Donc, cadre théorique. Ensuite, les moyens empiriques. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'ils ont regardé? Quel contexte culturel ils ont regardé? Méthodologiquement, comment ils ont collecté et traité leurs données? C'est-à-dire que une des critiques adressées à Hofstede était le fait qu'il avait conçu son modèle sur le fondement d'un questionnaire qu'il avait administré aux 77 000 salariés d'IBM pour lequel il avait reçu un taux de réponse de 100%. Et donc le problème était qu'il figeait des dimensions culturelles dans des questions fermées et dans des bases de données, ce qui ne permettait pas de saisir la finesse et la subtilité d'une culture. Et en outre, on lui reprochait, d'où ici Ethics MX, on lui reprochait de s'être attaché à la nationalité comme unité culturelle de référence. Alors, là, ici, Ethics MX, je me souviens en avoir parlé il y a quelques temps, il y a quelques lives déjà, c'est une dimension qui est particulièrement importante dans le cadre de cet article en particulier, qui ne l'est pas ailleurs. Donc j'avais évoqué le fait que Ethics MX est quelque chose qui vient en fait de la linguistique. Historiquement, donc en 1956, un linguiste qui s'appelait Goodenough a conceptualisé la phonémique et la phonétique, qu'il a bien distingué de la manière suivante.
la phonétique, pardon, c'est l'explication, la modélisation des sons et des prononciations. C'est-à-dire, quand on prononce en français, par exemple, des nasales, eh bien, comment on fait? Et là, il explique, eh bien, on lève la langue, on la serre à tel endroit du palais dans la gorge, et puis donc ça c'est la langue en arrière, on ouvre la bouche un petit peu selon cette forme, etc. Donc en gros, il donne une version scientifique d'observateur de la manière dont les sons sont produits. Là où la phonémique, c'est comment nous, on les prononce. Et donc, comment moi j'explique la manière dont je prononce les diphtongues ou les nasales. Et c'est pas pareil d'avoir un observateur qui explique, qui décrit, et d'avoir un locuteur qui partage son expérience en la matière. Et donc, c'était un élément très fort dans les critiques qui étaient adressées à Hofstede. Donc, il ignorait complètement cette dimension qui était est-ce que c'est un locuteur ou est-ce que c'est un observateur qui parle, sachant que le résultat n'est pas du tout le même selon qu'il s'agit de l'un ou de l'autre. Et donc pour cet article en particulier, oui, c'était important pour moi de retenir cette dimension-là. Mais pour d'autres articles, ça ne le serait absolument pas, ce ne serait pas pertinent. Donc j'ai fait ça. Aujourd'hui, avec les API, on pourrait tout à fait connecter Excel ou Airtable, si vous vous souvenez de ce que je vous avais montré sur une des versions de mon outil. Donc je vais essayer de vous remontrer ça. Donc aujourd'hui, on doit pouvoir connecter les deux, et en connectant les deux, ce qui peut être très intéressant, c'est que, alors, en gros, pourquoi ça veut rien savoir ici? Ah, si. Donc en gros, ici, si vous voyez, j'ai quelques champs qui sont dynamiques, c'est-à-dire qui se mettent à jour si une action est entreprise dans un autre logiciel, est entreprise ailleurs. Et donc là, grosso modo, donc j'ai Airtable. Alors, en l'occurrence, moi, ce que j'ai fait, c'était avant le développement de ces outils. Mais en gros, j'ai Airtable qui pourrait se mettre à jour si une action ici est entreprise ou est constatée. Donc ici, on va dire, je renseigne ici avec un mot-clé. Ici, j'ai tel case qui est rempli. Donc, je peux avoir Airtable qui s'ajuste tout seul. Ou encore, un autre outil qui est du même acabit que Airtable. Après, bon, on aime l'un ou l'autre. Moi, alors j'ai été amené à utiliser Notion, dont je suis pas un grand fan, mais c'est probablement parce que je le maîtrise pas. Donc quand j'avais fait un bilan de compétences et coaching l'année dernière, et donc là, ce qui était intéressant, c'est que on avait donc un certain nombre de choses qui se mettaient à jour automatiquement. Donc ici, des champs qui ici se mettaient à jour en fonction d'autres éléments qui pouvaient être remplis. Donc ici, par exemple, tiens, si la séance avait eu lieu, donc on avait la connexion. En gros, c'était une connexion en visio. Donc la connexion en visio indique que la séance a eu lieu, et parce que la séance a eu lieu, ça vient alimenter ici, disant tiens, il y a eu tant de séances de fait, donc il reste encore tel machin à faire, tel machin à faire. Et là, ça nous indique aussi la progression, où t'en es, etc. Donc très 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 pertinent, très utile. Ça revient à peu près au même que ce que fait Airtable, donc cet outil que je vous montre là. Et là où je voulais en venir, c'est sur le fait que là, donc aujourd'hui, on peut connecter tout ça. Moi, c'était avant qu'on puisse le faire, donc tout ça, c'était à la main. Et comme je vous avais montré par le passé, donc je vais aller vite là-dessus, l'objectif de tout ça, c'est ensuite de pouvoir avec mes codes, parce que c'est ça dont on parle, en fait, de pouvoir continuer à coder avec
d'autres éléments. Ça, en fait, toutes ces colonnes BCD, ça renvoie à des choses qu'il y avait dans le tableau que je vous ai montré. Est-ce que la colonne c'est oui ou non, etc. Et donc si c'est oui, alors il va se passer tel machin, ça va aller taper dans ces données-là pour ensuite générer tel autre tableau, etc., etc. Et tout ça, pourquoi? En fait, pour pouvoir identifier des profils d'héritage des critiques, parce que c'était ça, c'était vraiment de comprendre quel impact ces critiques avaient eu au fil du temps ou depuis leur première publication. Et pour ça, donc j'avais une sorte d'impact qualitatif et quantitatif. Donc qualitatif, c'était avec le fond des articles, et quantitatif, c'était d'abord sur l'identification de tendances, donc par des chiffres, par une analyse sémantique, linguistique, révélant la fréquence d'occurrence de tel type d'expression, tel type de terme, etc., etc. Et tout ça, c'était à peu près manuel, là où aujourd'hui les intelligences artificielles le font quasiment par essence. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est déjà avoir une grille de lecture systématique, avec l'objectif de connaissance, le débat scientifique, les moyens déployés, les contributions de l'article. Et donc lire chaque article de cette manière, en remplissant sa base de données de la sorte. Et en même temps, alimenter, éventuellement un outil dynamique avec les données pertinentes ici, de sorte à ensuite pouvoir générer les tableaux croisés dynamiques sans avoir à repasser par toutes les étapes que je vous ai montrées ici. Vous voyez, donc là, ici, j'ai combien d'onglets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 onglets sur ce fichier Excel, sachant que je devais avoir 2 ou 3 fichiers. Donc là, j'ai un onglet de plus. Enfin bref, en gros, si vous utilisez donc une grille comme ça et un outil dynamique, vous n'avez pas besoin de passer par 20 onglets. Un seul vous suffit, c'est votre base de départ, et ensuite vous pouvez vraiment manier les données et avoir une approche de la littérature qui soit vraiment systématique et vraiment exhaustive et surtout précise. C'est ça qui est intéressant, c'est la précision plus que l'exhaustivité à proprement parler. Donc j'ai arrêté de partager mon écran et c'est normal pour le moment. Je reviens à présent sur ici et donc je voulais ensuite évoquer autre chose. Quand on fait ces lectures, donc je vous disais que dans la revue de littérature, on voit quelles références sont mobilisées par les auteurs, donc quels auteurs sont cités et comment. Et donc moi, ce que je recommande toujours de faire, c'est déjà de voir dans les lectures quelles sont au fur et à mesure qu'on fait des lectures, quelles sont les références qui reviennent régulièrement, et au fur et à mesure qu'elles viennent, eh bien, on peut se dire, tiens, ça c'est important, c'est plus ou moins incontournable sur mon sujet, donc je vais aller les lire moi-même, directement. Mais aussi, moi, ce que je vous incite toujours à faire, c'est à regarder la bibliographie attentivement, donc quand on estime que l'article est pertinent, hein, bien sûr, d'aller regarder la bibliographie, et puis d'après les titres des articles qui sont cités, voir si ça peut être intéressant pour nous ou non. Donc moi, de manière très sommaire, hein, je faisais ça avec un surligneur, je surlignais les titres des articles, enfin les articles qui me paraissaient pertinents, et puis ensuite j'allais les chercher, et j'en faisais une lecture rapide pour me rendre compte de ce que ça pouvait m'apporter ou pas. Hein.
Et comme ça, en fait, ce qui est très intéressant en procédant de cette manière, en complément de tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent, notamment avec Publish or Perish, c'est que en procédant ainsi, on peut assez facilement circonscrire la base de connaissances ou sa base de données, en allant taper dans un champ disciplinaire, alors qui peut être un petit peu élargi, qui peut être pluridisciplinaire, mais raisonné. C'est-à-dire qu'en gros, on ne va pas à l'aveugle, on ne va pas complètement au hasard. On vise d'abord certaines revues, puis des revues associées, des revues amies, des revues avec lesquelles il y a un dialogue, parce que ça n'a aucun sens de prendre des revues, de prendre des articles complètement épars à des endroits très différents dans lesquels les auteurs ne se connaissent pas les uns les autres ou n'engagent jamais une discussion, c'est-à-dire finalement s'ignorent et donc ne font pas progresser véritablement la connaissance à la même vitesse ou ne vont pas forcément sur les mêmes terrains, je dirais sur les mêmes planètes. Et donc, aller regarder la biblio et regarder les références et aller les lire, c'est toujours très utile. Enfin, quand s'arrêter ? Quand arrêter ces lectures ? C'est toujours une grande question qui se pose. Et qui se pose généralement mal. C'est-à-dire que généralement, elle est posée en termes quantitatifs. Oui, monsieur, combien il faut d'articles ? Souvent compris, quel est le minimum ? Et en fait, les étudiants, très souvent, estiment que ça va être énorme. Quoi ? Il faut faire 30, 50, 70 lectures, mais c'est énorme. J'en fais jamais autant dans une année. Oui, mais rassure-toi, ce sont des lectures qui prennent moins de temps qu'un ouvrage, et ce sont des lectures qui sont quand même aussi riches, dont on peut tirer des enseignements, au-delà du seul plaisir qu'on peut avoir à lire un ouvrage. Donc, la question, c'est plutôt, mais quand est-ce qu'on s'arrête ? Et là, ma réponse n'est pas magique, mais assez claire. D'abord, après un certain nombre de lectures, on se rend compte qu'on a quand même pas mal compris l'état des lieux. En gros, après un certain nombre de lectures, on dit « Ok, ça va. Je vois où sont les débats, je vois sur quoi les gens sont d'accord ou pas d'accord. » Et donc là, Viviane, tu me dis « Je me souviens m'être posé comme question, quand je faisais mon mémoire, de ce que je devais faire si sur une liste de 10 auteurs, par exemple, 8 allaient dans un sens et 2 dans l'autre. Ça m'est pas arrivé, mais c'était une source de stress à l'époque. » Et bien justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que la littérature, et ça ce sera un autre live, la revue de littérature a vocation à montrer l'état de la connaissance et aussi l'état des débats, c'est-à-dire nous dire finalement non seulement ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, enfin ce qui est resté en marge de la recherche, et ce sur quoi la recherche tombe d'accord, ce qui fait consensus, et aussi ce qui fait débat en recherche, et compte tenu de ça, quels sont les principaux courants de pensée qui existent, comment ils se positionnent les uns par rapport aux autres, et compte tenu de ça, où est-ce qu'on veut se positionner ? On peut se positionner dans le camp minoritaire, donc des 2 sur 10, mais en le sachant, c'est-à-dire en sachant qu'on est dans un courant minoritaire, dans un courant potentiellement contesté, et on l'assume. Ou on peut se dire, moi je vais dans le courant majoritaire, moins contesté. Soit je mise sur la sécurité, soit je m'y retrouve, enfin peu importe. Mais dans un cas comme dans l'autre, on est capable de justifier le choix qu'on a fait. Donc être finalement dans un courant minoritaire parce qu'on voit qu'il y a 2 auteurs ou à peine plus qui sont en désaccord avec le reste du monde, c'est pas grave.
à partir du moment où tu es capable de nous montrer que c'est un choix délibéré de ta part, ou en tout cas que tu es capable de l'assumer. C'est parce que tu te retrouves des affinités intellectuelles avec les auteurs de ce courant que tu te positionnes dans celui-ci. Mais ça veut dire que tu connais aussi l'autre courant et que tu sais ce avec quoi tu es en désaccord dans l'autre courant. Et c'est ça qui est au cœur du problème, du phénomène en fait. Donc, pardon. Donc, quand s'arrêter, quand s'arrêter, ça va être d'abord lorsque on pense avoir une vue d'ensemble plutôt fidèle, c'est-à-dire qu'en gros, je pense que j'ai compris, pas trop mal compris l'état de la connaissance et l'état des débats. Et si on veut raisonner ça davantage, eh bien, ça veut dire qu'on s'arrête quand on estime que la lecture supplémentaire ne nous apportera plus rien. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quand j'estime que la lecture que je viens de faire est potentiellement la dernière. Alors, potentiellement, ça peut paraître surprenant. Elle l'est ou elle ne l'est pas. Hein. Mais en fait, on ne sait pas encore. C'est-à-dire que cette lecture que j'ai faite me permet de me dire que j'ai bien compris, je pense que j'ai tout brossé, et pour quand même m'en assurer, je fais une lecture supplémentaire. Et cette lecture supplémentaire, si elle ne m'apporte plus rien, eh bien, je peux m'arrêter. C'est-à-dire que la lecture supplémentaire, la vraie dernière, c'est une lecture de contrôle qui vient valider que la précédente était bien la dernière. Donc, quand est-ce qu'on s'arrête ? Eh bien, quand la lecture supplémentaire n'apporte plus rien. Je voulais évoquer autre chose. Mais j'ai oublié quoi. Donc, c'est un peu bête. C'est vrai que je l'avais à l'esprit. Et puis, ça m'a échappé pendant que... Alors, oui, certains lisent beaucoup pour repousser le moment de commencer la rédaction. Oui, ça c'est un classique du genre. À la fois parce que on veut être certain de n'être passé à côté de rien, parce qu'on veut être aussi exhaustif que possible, et effectivement aussi, comme tu dis très bien, hein, parce que oui, la rédaction c'est pas facile. La rédaction de la revue de littérature c'est pas facile, et donc on se rassure en lisant, quelque part. On se rassure en lisant, mais un travail de recherche, une vraie recherche, c'est une recherche qui est écrite. Donc, il y a sans doute à la fois le syndrome de la page blanche, le syndrome de l'imposteur, qui peuvent être derrière le fait de procrastiner la rédaction. Mais effectivement, c'est vrai que c'est un gros enjeu. Et c'est précisément la raison pour laquelle moi je recommande toujours d'utiliser des outils comme ceux que je vous ai montrés, parce que ça force à rédiger, ça force à écrire. On commence déjà à alimenter en texte avec cette base de données. Donc oui, Cyprien, je profite de l'intermède pour te poser une question. Est-ce que tu vas faire un live sur comment démarrer et préparer son mémoire ? J'ai un mémoire à préparer pour l'année prochaine, mais pas vraiment de bagage pour savoir par quoi commencer. Oui, alors j'en ai fait déjà, mais bien sûr, aucun problème, avec grand plaisir. Donc moi je suis vraiment là pour ajuster les thèmes des lives en fonction des besoins. Donc pour le moment je me cale autant que possible sur ce que je comprends du calendrier universitaire et des besoins au fil de l'année, mais bien sûr, je suis plus que preneur de requêtes comme la tienne, Cyprien. Donc bien entendu. Donc toi, le mémoire, tu dois le préparer pour l'année prochaine, c'est-à-dire l'année prochaine, rentrée 2026, ou bien c'est-à-dire tu dois commencer à le préparer à la rentrée 2026, ou bien tu dois le soumettre pour fin août 2026. Selon que c'est l'un ou l'autre, l'urgence de ce live n'est pas la même.
Donc le temps que tu tapes, je continue. Donc je disais, voilà, pour quand donc je vais vous remontrer l'écran, hein, juste pour remettre les choses en place. Donc quand on alimente cette base de données, on commence déjà à rédiger des choses. Je vais vous en montrer une autre qui avait le mérite d'être en français et avait... Non, elle n'est pas en français, autant pour moi, je le croyais, mais ce qu'elle a d'intéressant, c'est que là, c'était là... Mince. Je vous disais donc la colonne éthique ou émique que j'avais... non, c'est pas celle-ci. La colonne éthique ou émique que j'avais créée pour le papier sur la critique du modèle de Hofstede n'avait de sens que dans le cadre de ce papier. Et là, un autre papier qui était sur la construction d'un réseau de recherche, mais surtout sur l'impact... Alors, historiquement, initialement, était sur l'impact de l'affiliation religieuse de l'auteur sur la manière dont il conduisait sa recherche. C'était une recherche sur la compta et la finance et la religion. Et en fait, j'avais donc, vous voyez, knowledge debate, objectif de connaissance, débat scientifique, moyens déployés, contribution, et j'avais au départ une colonne ici qui était sur l'affiliation religieuse des auteurs. Et il se trouve que les réviseurs de l'article n'étaient pas complètement d'accord sur l'utilité de cette colonne. L'un me disait ça relève de la vie privée, ça n'a pas à être dévoilé, surtout sans le consentement des personnes concernées. Je sais qui c'était. C'était l'une des personnes concernées qui avait été excommuniée de l'église anglicane et qui n'était pas content que ça soit révélé dans l'article. Un autre me dit c'est bien les ragots, mais je veux en savoir plus. Et un troisième qui me disait pourquoi pas, mais assurez-vous que tout ce que vous dites soit parfaitement étayé et vérifiable. Bon, c'était pas systématiquement le cas, donc je l'ai supprimé. Mais ce qui était très intéressant, c'est que ça m'a aidé quand même méthodologiquement, parce que je me suis rendu compte que, grosso modo, ceux des auteurs qui avaient une affiliation religieuse employaient des cadres théoriques qui étaient empreints de théologie, là où ceux qui n'avaient pas d'affiliation religieuse empruntaient des cadres à la sociologie. Et des cadres dans la sociologie, notamment Durkheim et Eliade, qui, par construction, opposaient le sacré et le profane. Là où ceux qui avaient une affiliation religieuse et empruntaient un cadre théorique à la théologie, voyaient dans tout ce qui était compta et finance une extension de la foi, une pratique religieuse au quotidien, ou la foi en pratique. Donc pour moi, il était effectivement très important d'avoir cette colonne, que j'ai dû retirer ici, mais que j'ai gardée clandestinement pour faire mes propres codes et pour pouvoir alimenter, donc là je te réponds Viviane, alimenter aussi le texte, c'est-à-dire qu'après, c'est pas très compliqué d'aller faire des copier-coller de ce qu'il y a dans le tableau Excel et de le mettre dans ton Word, et puis ensuite de remettre en forme, de remettre en place les choses qui vont ensemble, d'enlever ce qui doit être enlevé, etc., etc. Donc en gros, la rédaction, pour moi, commence dès le tableau Excel. Et je vais voir donc s'il y a dans le chat des... oui, alors, des réactions. Donc en gros, tu fais ton année de stage là et tu peux prendre un pont pour faire le master éducation en ne préparant que le mémoire l'année prochaine. Donc un vrai début en septembre 2026 et une présentation en juin 2027 normalement, mais je réfléchis déjà à ma problématique et j'aimerais nettoyer les lectures avant juin 2026 et déjà avoir commencé. Ok, bah, pas de souci. Donc quand tu veux, tu me dis et puis on pourra travailler là-dessus. Enfin, il n'y a aucun souci. Je peux d'ores et déjà te redonner ce que j'avais, un truc qui devrait t'aider. Je crois que c'est
Attendez, j'ai un doute. Attends, c'est mon chatbot Socrate qui devrait pouvoir t'aider à... Ouais, c'est bien ça. C'était un point à réfléchir à ton sujet et ta problématique, ta question de recherche. Donc je te mets juste le lien dans le chat. Tac. Donc ça devrait déjà t'aider. Et puis voilà, quand tu veux, tu me dis et je programme un live sur l'aspect de la préparation du mémoire qui t'intéresse, parce que ça en intéressera plus d'un, bien sûr. Voici moi ce que je voulais pouvoir partager avec vous pour ce soir. Évidemment, il y aurait probablement encore beaucoup de choses à dire sur cette question de l'organisation des lectures. Ceci étant, je pense que j'ai brossé l'essentiel compte tenu du thème du soir. Et si vous avez des choses, donc comme Cyprien, des envies, des besoins particuliers, vous me le dites et moi je programmerai des lives en conséquence. Alors, ce sera un live sur un cas très précis, un genre de let's play. Alors, un live pour toi ou pour Cyprien, celui qui sera très précis? Pour lui, probable, mais c'est pas gênant, parce que ce qui est très intéressant, je trouve, moi c'est ce que je faisais avec mes cours, ce que je trouve très intéressant, c'est que la discussion qu'on peut mener avec quelqu'un sur son sujet, sur sa réflexion, peut éclairer la réflexion, ta propre réflexion. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois quelles questions se posent, ça peut t'amener à réfléchir sur ton propre sujet. Donc là, je parle de toi, mais ça peut être un autre participant au live, hein, bien sûr. Et donc moi, je faisais ça. Mes cours, les dernières années, mes cours de méthodo étaient en visio. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est que donc on échangeait avec les étudiants. Moi, je réduisais la part du cours à la portion congrue, et l'essentiel était en mode discussion et tutorat, en mode atelier, en gros, où je passais le temps qu'il fallait avec chacun. Donc en général, en une séance, je pouvais passer de 5 minutes à un quart d'heure avec un étudiant, et on décantait ensemble ce qui pouvait être pertinent pour son sujet, et les autres, en même temps, n'étaient pas complètement passifs. C'est-à-dire que la discussion les amenait à se questionner sur leur propre sujet, et donc quand leur tour venait, ils avaient des questions qui étaient un petit peu différentes, sur lesquelles ils avaient déjà commencé à réfléchir. Donc partir d'un cas très particulier, justement très spécifique, ça peut être super intéressant, super utile pour tout le monde, en fait. Donc pour moi, aucun problème, Cyprien, avec grand plaisir, tu me diras quand tu as besoin, et on programme ça sans aucun souci. Ensuite, oui, donc pour toi, Viviane, j'ai cru comprendre qu'en documentation, il n'y avait pas l'équivalent de la Greg. Donc le CAPES, qui à l'époque, quand tu l'avais passé, hein, si je ne me trompe pas, venait après un master. Je ne sais plus si tu l'avais passé à l'époque où c'était encore la maîtrise, donc M1, ou si c'était à l'époque où ça a été le M2, sachant que là, je crois pour la rentrée prochaine, ça va revenir sur la licence. Donc je me souviens plus te concernant, mais effectivement, bon, c'est dommage s'il y a pas de palier de niveau au-dessus. En fait, t'as fini le jeu, quoi, hein. Ou presque. Donc je sais pas s'il y a d'autres choses que vous souhaiteriez qu'on aborde pour ce soir. Si oui, je suis ravi de pouvoir continuer à vous éclairer. Si non, eh bien, je peux vous souhaiter une bonne soirée,
Alors, vous savez à quoi je pense? À la plateforme Superprof, un seul outil, Socrate va les challenger. J'en sais rien en fait. Ouais, peut-être bien. J'y avais pas pensé. C'était pas forcément l'idée, mais oui, éventuellement. Écoute, avec grand plaisir, Cyprien. Mirella, vous me direz en quoi vous pensez que ça pourrait être un sérieux, une sérieuse menace pour Superprof. Là, je serais preneur de vos lumières en la matière, parce que j'y avais pas pensé tel quel. Je vous souhaite du coup, si ça vous va comme ça. Ah oui, question, je peux transmettre Socrate à des collègues alors, à des collègues qui vont avoir des besoins similaires aux miens? Oui. Oui, je te demanderai juste un truc, c'est de ne pas le faire circuler trop en masse, de manière trop massive, pour une raison très très simple. C'est que, en fait, là, il est, la raison très simple, c'est que il consomme des données. Il consomme des données, alors que j'ai payé déjà, que j'ai prépayé. Donc, si j'ai 1000 étudiants qui l'utilisent, ça va être à mes frais. À un moment donné, je dirais non, c'est pas viable. Donc, l'idée est que ce que j'aimerais, c'est que l'outil soit utilisé par des écoles à qui je facturerai l'utilisation. Pour le moment, donc comme je le fais connaître, il n'y a pas de problème à ce qu'il soit utilisé gratuitement, mais évidemment, s'il y a des milliers d'étudiants qui l'utilisent massivement et que ça me coûte énormément d'argent d'aider, à un moment, je me dirais non, c'est pas viable. Donc, pour te répondre, pas de problème, mais pas trop massivement, s'il te plaît. Alors, disponibilité, prix compétitif, meilleur guidage possible. Bon, ça, Cyprien, tu me diras après l'avoir testé ce que tu en penses, en toute honnêteté, de sorte que je puisse l'améliorer pour le rendre pour rendre son guidage encore meilleur que ce que m'en dit Mirella. Parfait, super. Donc merci à tous. Et puis, ah oui, une chose, pour la semaine prochaine, pour lundi prochain, je ne suis pas encore certain de pouvoir faire le live. Je serai, oui, je vous avais pas dit, je serai à Liège, au centre aérospatial européen, pour faire une conférence sur la cybersécurité et l'IA. Et du coup, comme je suis invité, je ne sais pas du tout si les organisateurs auront prévu quelque chose pour le soir ou non. Ça, je le saurai, je le saurai quelques jours avant. Donc, je n'ai pas la garantie de faire le live lundi prochain, mais de toute manière, vous serez informés. Une chose est certaine, c'est que je n'en ferai pas pendant les vacances de Noël, parce que je pense que tout le monde aura d'autres choses à penser, d'autres chats à fouetter. Donc j'arrêterai le temps des vacances de Noël. Mais est-ce que la semaine prochaine il y aura un? Je le saurai un peu tardivement. Encore une fois, merci à tout le monde pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne semaine si on se voit la semaine prochaine. Enfin, en tout cas, une bonne semaine de toute manière, qu'on se voit ou non la semaine prochaine. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.